Bonjour, bonjour à toutes et tous et un grand bonjour et merci à toi Jean de nous rejoindre aujourd'hui pour cette interview. C'est un plaisir de te retrouver. Bonjour tout le monde. Ce que j'aimerais te poser comme première question, c'est le titre que tu utilises. Est-ce que c'est plutôt hypnothérapeute, hypnotiseur, hypnotiste, praticien en hypnose et les raisons qui peuvent légitimer ce choix? Plutôt praticien en hypnose, mais en fait, sans vraiment d'importance. Et j'évite le mot thérapeute parce que j'ai une culture juridique qui fait que je sais qu'on peut être retoqué, parce que le mot thérapeute est susceptible de créer de la confusion dans l'esprit du public, mais plutôt praticien en hypnose, oui. Ok. Pour bien clarifier, je crois qu'on est d'accord. Le terme qui est réglementé, c'est psychothérapeute. Jusqu'à Oui. présent, il semblerait que personne n'ait eu de souci de se Non, présenter mais comme bon, hypnothérapeute, mais voilà. Plus la clarté est grande, je crois, moins on prend de risques pour le présent et pour l'avenir. voilà, c'est l'idée. Et puis voilà, effectivement, il n'y a pas de raison d'induire la confusion dans l'esprit du public. Excellent. Je sais que tu as une vie avant l'hypnose. Est-ce que tu pourrais, évidemment sans faire ton CV, c'est pas le but, mais ce que j'aime bien, c'est, si possible, faire émerger l'influence possible de ta vie d'avant sur ta pratique aujourd'hui. Écoute, oui, j'ai une vie avant. J'ai essentiellement été, pour simplifier, journaliste, organisateur de spectacles, réalisateur. Hem, J'avais pas du tout prévu de faire de l'hypnose. C'était pas vraiment un sujet qui me questionnait jusqu'à ce que je découvre, récemment, après sa mort, dans la bibliothèque de mon père, des livres de Clément Jagot ou de Chertok, comme quoi, paraît que les fruits tombent jamais loin de l'arbre. Oui, sûrement ça a eu une influence à plusieurs niveaux. D'abord parce que le métier de journaliste tel que je le pratiquais, ça demandait beaucoup de synchronisation, beaucoup d'écoute, beaucoup de capacité à entrer en lien avec des publics très différents, puisque j'ai essentiellement fait du reportage dans des régions pas toujours simples. Hem Le métier de manager de spectacle a aussi sûrement joué son rôle parce que, mine de rien, gérer, un groupe de solistes, c'est gérer beaucoup d'ego et trouver, beaucoup de diplomatie dans les relations. Et puis, je pense qu'un autre truc qui a joué, c'est que mes parents avaient été, ou avocats ou magistrats ou diplomates selon les périodes, et que du coup, en gros, pour avoir sa place à table, il fallait avoir la langue bien pendue. Donc, je pense que ça a aussi joué un rôle. De toute façon, je crois vraiment qu'on est le produit de toutes les influences qui nous ont façonnés. Donc pour moi, clairement, celle de ma famille, des gens avec qui j'ai partagé des moments importants, tout ça, tout ça. Je sais pas si je réponds assez à ta question. Tu réponds à ma question. J'ai pas d'attente de D'accord. performance. Mais si, si, ça est clair. Je reviens un peu sur cette dimension, justement, tu disais praticien en hypnose, donc peut-être plus le côté l'outil, entre guillemets. Je suis très curieux de ton regard et de ton expérience en tant que formateur, évidemment, en la matière. J'ai l'impression qu'il y a deux grands axes de pratique qui semblent se dessiner. Si je fais les extrêmes, d'un côté, l'hypnotiste, on va dire, dont le métier va être de aider l'autre à s'installer dans un état d'hypnose dans lequel la résilience naturelle va pouvoir se fluidifier, on va dire, ou Mmh. s'améliorer. Et l'autre extrême étant, bon, je pèse mes mots, je prends un peu un risque en disant ça, mais une forme de psychothérapie euh, facilitée, favorisée par l'hypnose, avec une démarche effectivement d'accompagnement, peut-être des cadres conceptuels qui sont différents. Toi, où est-ce que tu te positionnes et comment tu aides, j'imagine, tes stagiaires à se positionner dans ce paysage? Et il y a plusieurs enjeux. D'abord parce que je suis formateur dans plusieurs instituts avec, des cahiers des charges différents. Donc, plutôt que de répondre directement à ta question, je vais répondre à la question un peu indirectement en partageant ma vision personnelle de ce que je fais, en fait, si Excellent, tu veux bien. c'est parfait. Hem, pour moi, l'hypnose, est un fait culturel, qu'on peut faire remonter vers la fin du 18e en Europe, qui est une modalité particulière, de quelque chose qui existe dans toutes les cultures.
sous plein de formes différentes. Et l'impression que j'ai, c'est intéressant de se rappeler que l'hypnose, elle naît de la tentative de comprendre scientifiquement l'exorcisme. Exorcisme, yes. Et je pense qu'une fois qu'on a dit ça, on a déjà tout dit. C'est-à-dire que pour moi, l'hypnose, c'est vraiment une modalité culturelle datée dans le temps et dans l'espace de quelque chose qui existe absolument dans toutes les cultures, qui est l'utilisation de quelque chose, et je vais venir à ce quelque chose, l'utilisation de quelque chose pour avoir accès à des ressources du corps et de l'esprit auxquelles on ne sait pas avoir accès facilement, volontairement. Pour moi, la meilleure illustration de ça, c'est l'effet placebo. C'est-à-dire que l'effet placebo, qui passe pas par l'hypnose, mais par une autre histoire, l'histoire de je te donne un médicament efficace, va produire, alors on a une statistique d'à peu près 40% de résultats positifs, évidemment variables selon le type de placebo, machin, tout ça, mais ça dit quand même quelque chose. Euh, C'est-à-dire que c'est comme s'il y avait une zone du corps-esprit, parce que je trouve qu'en fait la distinction entre les deux pose toujours problème, mais une zone du fonctionnement du corps-esprit comme une espèce d'accès au code source auquel la plupart des gens, en tout cas, savent pas avoir accès volontairement, mais qui permet des choses qui défient un peu la raison, sans non plus dire que c'est magique et que tout est possible. Comme le disait je sais plus qui, ça me reviendra, on peut faire... Ah, je crois que c'est... ça va me revenir. Je crois que c'est Janet qui disait qu'on peut faire des miracles, mais que c'est toujours un peu les mêmes, en fait. Mais Hmm. en tout cas, il y a cette idée qu'il y a des choses auxquelles on a accès par la volonté, par la volition, et il y a d'autres choses auxquelles l'accès par la volition est plus complexe, comme une forme de reprogrammation émotionnelle ou une reprogrammation cognitive ou un accès à certaines ressources physiques, etc., etc. Et donc, ben, dans le temps et dans l'histoire, il y a plusieurs modalités. En Occident, on a développé une modalité qui s'appelle hypnose, dont je pense qu'une grande partie tient au pouvoir narratif de tout ça, c'est-à-dire on raconte une histoire qui produit des résultats, mais quand on disait j'appelle l'Esprit Saint et par l'Esprit Saint je te guéris, on faisait la même chose, c'était juste une autre histoire. C'est-à-dire que au fond, pour moi, l'hypnose, c'est avant tout la modalité qui apparaît au siècle des Lumières d'accès à des ressources qui passaient avant par la religion, la sorcellerie, le chamanisme et tout un tas d'autres pratiques en fait. Donc, pour répondre à ta question aussi précisément que je peux, euh, je crois que pour moi, l'essentiel, c'est de permettre aux gens l'accès à leurs ressources. Euh, le mot hypnose, c'est le mot qui est convenable en Occident aujourd'hui. Mais en vrai, je m'en fiche un peu. Moi, ce qui me sidère, c'est de voir la compétence qu'ont les gens à évoluer la plupart du temps et être compétents dans la plupart des domaines. Et dans certains domaines, à être bloqués dans leur capacité d'évolution. Et de mon expérience, souvent parce qu'ils sont arc-boutés sur des certitudes qui souvent sont nécessaires parce que de manière sous-jacente, il y a des histoires d'insécurité et que dans ces endroits-là, il y a besoin d'une relation de qualité et d'une histoire qui permettent de dépasser la peur pour avoir accès à autre chose. Je ne sais pas si je réponds ou pas. Je ne sais pas ce que ça t'inspire, toi. Écoute, je t'écoute de manière presque hypnotique. Peut-être que j'ai certains ancrages avec toi. Donc je me laisse bercer et flotter par ton histoire. Euh, Ça me paraît très juste, évidemment, à plein d'égards. Peut-être que si on focalise sur des aspects presque pragmatiques, ça va permettre de donner du volume et de préciser, en tout cas, ce que je cherche Mhm. à clarifier. Euh,
entre des gens, des praticiens, des praticiennes qui vont être en reconversion, qui ont parfois un bagage en Mhm. psychologie, en psychiatrie faible ou inexistant, dont je Mhm. fais partie, j'ai fait partie en tout cas, et toi aussi, parce qu'on n'est pas psychologue. Alors, je sais que tu as une licence de psycho, mais Mhm. encore moins psychiatre. euh, à recevoir des personnes qui peuvent être en vulnérabilité psychique, émotionnelle, qui peuvent être aussi, voilà, par la relation elle-même, particulièrement suggestible ou influençable, euh, savoir où est-ce qu'on met les pieds, où est-ce qu'on met pas les pieds, quand est-ce qu'on réoriente, et peut-être que ça va aider à définir un cadre, parce qu'aujourd'hui les gens bah, certains viennent chercher un exorcisme, mais on voit bien que entre quelqu'un qui aurait une pathologie mentale avérée, une schizophrénie ou voilà, des choses qui sont dangereuses pour la personne et pour nous en tant qu'accompagnants. Voilà. Comment est-ce que toi, et comme, en tant que praticien et en tant que formateur, comment est-ce que tu aides à mettre des points de repère pour que une pratique qui ne s'enracine pas dans le monde médical, voilà, pour parler simplement, peut se faire de manière saine et sécure? C'est assez simple pour moi en fait, mais ça demande quand même, et c'est pour ça que je suis retourné en fac de psycho. J'avoue que j'aurais bien continué jusqu'au diplôme si le temps m'était donné, mais je manque un peu de temps et il faut faire des choix dans les investissements de celui-là. Mais pour moi, il y a un repère qui est assez simple en fait. C'est est-ce que la personne est susceptible de représenter un danger pour elle-même ou pour autrui? Si la réponse est oui, je ne peux pas l'accompagner seul. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il faut réorienter vers des praticiens professionnels. Et je vais prendre des exemples assez variés parce que, au fond, euh, tout ce qu'on reçoit en cabinet est pathologie, en fait. Je veux dire, ou peu s'en faut. C'est-à-dire que, un trouble anxieux, c'est une pathologie et c'est l'essentiel de ce qu'on reçoit en cabinet. Maintenant, la plupart des gens qui souffrent de troubles anxieux ne représentent pas un danger pour eux-mêmes ou pour autrui. Ce qui va générer un danger, c'est plutôt euh, soit des idées suicidaires, soit un rapport, mais même là, je vais pointer un truc un peu caricatural, soit un rapport à la réalité qui évoque une forme de déréalisation ou des croyances qui viennent interroger sur la capacité de la personne à s'orienter dans le monde. Et en même temps, j'ai envie de te dire, quand je lis Facebook, je vois souvent des croyances comme ça, et pourtant, ce ne sont pas des gens qui sont pris en charge ni diagnostiqués. C'est-à-dire qu'en gros, vraiment, la question pour moi, c'est est-ce que cette personne-là se fait courir un risque à elle-même ou à autrui? Je vais prendre un exemple. Les troubles bipolaires, par exemple, me semble, il se trouve que c'est de mémoire un des troubles qui génère, je crois que c'est la première cause de suicide. Euh, voilà un public que je ne recevrai pas ou seulement de manière très ponctuelle et en accord avec leurs soignants. Et encore, ça dépend quel type de bipolarité. Parce qu'il y a des psychoses bipolaires qui n'ont pas tout à fait les mêmes caractéristiques qu'une simple dysthymie, comme peut l'être aussi la bipolarité. Hmm. Donc ça mérite de se poser ce genre de questions. De la même façon, une personne dont la dépression est importante et qui se questionne sur le sens de vivre de manière un peu trop insistante, m'amènera à avoir automatiquement recours à un professionnel de santé pour qu'elle soit suivie, au moins dans un premier temps. En fait, pour moi, l'essentiel, c'est la réduction du risque pour le sujet et pour moi. Donc, si je perçois un risque, eh ben, je fais en sorte qu'il soit réduit. C'est à la fois hyper clair et j'ai l'impression que ça nous ouvre une porte de questionnement. Je sais pas si tu auras déjà les réponses et peut-être que elles sont pas complètement arrêtées ces réponses, mais probablement que ça nous aidera à réfléchir et ceux qui nous regardent ou nous écoutent, j'espère pourront y trouver de la ressource aussi. Comment tu t'équipes? Quel est ton processus justement pour mesurer ce risque? Tu as donné quelques éléments. Tu nommais le distinguo justement entre une pratique, voilà, une pratique d'accompagnement avec l'hypnose, type utiliser un artefact social de Mhm. régulation qui permet d'accéder à des ressources en état de conscience plus normal. Je dis plus normal parce que c'est quoi un état de conscience normal? On va Ouais, nous ouais. embêter avec ça, mais en tout Plus cas plus habituel. habituel.
auxquels on n'a pas accès. Euh, Tu as nommé, même tu as utilisé des mots qui sont du domaine de la psychiatrie, Ouais. et probablement qu'il y a un travail à minima de culture générale, de connaissance de certains enjeux qui nous rapprochent justement de ces sphères vers Mhm. lesquelles on est un petit peu limite. Euh, voilà. Comment est-ce que, bon, alors effectivement, si quelqu'un a une forme de déréalisation où il a un rapport à la réalité qui semble vraiment loin de celui qu'on partage, avec une forme de croyance il y a des voix et je sais que c'est des esprits qui me parlent. C'est pas la même chose que si quelqu'un dit j'ai des pensées bizarres, je sais qu'elles sont bizarres. Euh, Et encore, hein, je me permettrai de rappeler qu'il y a des voix, et je sais que c'est quelqu'un qui me parle, c'est ni plus ni moins que le syndrome des prophètes qui sont les fondateurs de notre civilisation, hein. C'est-à-dire que je pense qu'on ne peut pas penser la psychiatrie sans la penser dans une histoire socio-culturelle là aussi et idéologique. Qu'est-ce qui est normal, qu'est-ce qui ne l'est pas? Il y a de très bons ouvrages sur le sujet, sur la distinction du normal et du pathologique. Et, Si Jésus arrivait encore une fois, aujourd'hui, il irait à l'HP, quoi. peut-être, c'est pas exclu. Ou alors il faudrait vraiment qu'il arrive à prouver des miracles très très explicites. Mais si par exemple il obtenait la paix au Proche-Orient, on pourrait se dire, ah ouais, 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 c'est pas juste un psychotique. Mais plus sérieusement, euh, comment s'équiper? Ben, je te dis, moi, je suis allé faire une fac de psycho et je me suis arrêté au bout de 3 ans, mais il y a quand même un bon niveau de base de psychopatho. Je suis allé faire un stage en CMP avec des schizophrènes dans un centre référent schizophrénie de façon à avoir un peu la capacité à identifier ce que peuvent être des signaux d'alerte, tu sais, cette fameuse inquiétante étrangeté dont parlait Freud, si j'ai bonne mémoire. Euh, il n'y a pas de réponse parfaite parce que de toute façon, il y a des trous dans la raquette. Mais à minima, lire, se documenter et idéalement faire une ou plusieurs formations complémentaires en psychopathologie ou un diplôme en psychologie, ça me semble sain sur le long terme d'une pratique. Maintenant, si tu fais que du coaching sportif, même s'il se trouve que derrière le sport, il y a souvent des pathologies très importantes, hein, il y a des gens qui ont des addictions au sport qui sont pas très éloignées de ce qu'on peut trouver dans certains troubles anorexiques ou des choses comme ça existe aussi. Mais bon, à un moment donné, si on ne te consulte pas pour quelque chose qui est de l'ordre du pathologique, j'ai envie de dire, ça mérite pas forcément toujours de se poser la question. Mais tu vois, par exemple, si un psychotique venait me voir pour un arrêt du tabac, en sachant à quel point le tabac et les polytoxicomanies sont des éléments régulateurs d'un état psychique à un moment donné, certainement, je ne l'accompagnerai pas. Maintenant, comment je saurais ça? Ben, avec un truc qui est parfois décrié sur les groupes Facebook, mais qui me paraît quand même un peu important, c'est avec un minimum d'anamnèse. C'est quoi votre histoire? Qu'est-ce qui vous amène là? Est-ce que vous avez déjà eu à consulter pour des troubles? Qui? Quand? Voilà, c'est un peu le service minimum quand même. Je veux dire, c'est pas parce qu'on n'est pas soignant qu'on ne doit pas prendre à minima le- la devise. D'abord, ne pas nuire. Ouais, tu vois. Excellent. Justement, ça va. Alors là, un point de détail, mais qui, je pense, peut être très aidant pour à nouveau nos auditeurs, nos auditrices. Je trouve que la manière de réorienter, si jamais tu reçois quelqu'un chez qui, soit de manière affichée, la personne se présente avec un trouble, soit il y a cette inquiétante étrangeté, je trouve que la formulation est très parlante, ou dans le travail, dans l'accompagnement, il y a des choses qui se révèlent et qui, parce que Mhm. ouais, on a une demande de façade, et puis finalement, c'est en avançant qu'on se rend compte que finalement, Tout à le fait. terrain est un peu glissant ou mouvant. Euh, Quel genre de formulation tu pourrais être à même d'utiliser, à la fois pour te sécuriser toi, éventuellement réorienter, demander un avis médical, un avis psychiatrique, sans non plus, alors peut-être que c'est mes peurs que je projette là, mais mettre la tête sous l'eau de la personne en lui donnant l'impression qu'elle serait un cas désespéré ou que ce serait très grave, tu vois. Si je résume en une phrase, mais évidemment c'est adapté à chaque personne, mais ce serait quelque chose de l'ordre de ce que vous me dites et de ce que je peux percevoir. Il me semble que je ne suis pas pleinement compétent pour vous accompagner,
que le cadre juridique dans lequel j'exerce ne me l'autorise pas, même si c'était possible. Par conséquent, avant d'aller plus loin, je vous invite à Ok, donc assumer entre guillemets la charge de la compétence de pour la pouvoir. compétence et de la responsabilité juridique. Je me Ouais, rappelle d'une personne à qui j'ai dit, je comprends, c'était un psychotique, je lui ai dit, je comprends votre demande, je la respecte, je comprends que vous avez besoin d'être entendu. Maintenant, moi, si je vous accompagne, je suis dans l'illégalité et je ne peux pas me le permettre. Et pour le coup, je lui dis, parce que ma femme, mes enfants, machin, tout ça, je suis obligé de faire attention au cadre légal dans lequel j'exerce. Par conséquent, je ne vais pas pouvoir répondre à votre demande. tu parles bien de pratique illégale de la médecine, là. Non, j'en parle pas Non, non, mais explicitement, c'est l'idée, oui. là, entre nous, là, je veux dire, Oui, pas oui, bien forcément quelque chose sûr. que tu vas C'est pas nommer, ce mais que je c'est de vais ça dire dont tu parles. à un client, mais oui, bien sûr, c'est de ça dont je parle. C'est-à-dire qu'en fait, à partir du moment où je suis pas compétent pour accompagner une personne, il n'y a pas de raison que je l'accompagne et que cette compétence, elle soit interne, c'est-à-dire une capacité, ou externe, c'est-à-dire un cadre d'exercice. Si une personne a des troubles qui ne peuvent être accompagnés que par des soignants, ben, et encore, hein, plutôt même par une prise en charge pluridisciplinaire et avec les imperfections qu'on sait, tu sais que c'est une chose étonnante que de réaliser qu'en Occident, on a le plus mauvais taux de rétablissement des personnes qui ont des troubles psychotiques et que dans un certain nombre de pays du tiers-monde, on a de meilleurs résultats parce que, en fait, en France, on a eu beaucoup, par exemple, tendance à les isoler. Or, l'isolement a tendance à accroître la symptomatologie, en fait. Ou, C'est ou à rassembler les personnes qui ont des difficultés. Et pour avoir eu un aussi, copain qui s'est retrouvé quelques semaines en hôpital psychiatrique, quand j'ai rendu visite, je pense que même quelqu'un qui aurait pas de problème, si tu restes longtemps entouré de gens qui sont dans des ah, réalités clairement, oui. surprenantes. Je crois qu'il y a même une expérience, vu ta culture, peut-être que tu as la référence, moi je l'ai plus. Il me semble que c'est des psychiatres ou un psychiatre qui se sont fait interner Oui, il y a sans plusieurs afficher. cas comme ça. Il y a plusieurs cas comme ça de faux diagnostics, en fait. Ouais. C'est très simple d'obtenir des diagnostics psychiatriques dès lors qu'on met les gens dans un cadre où il y a un priming sur l'idée qu'ils aient un problème. Et va t'amuser à démontrer l'inverse après, quoi, C'est ça. avec les C'est, drames que ça peut occasionner. je pense que j'aurais très facilement été catégorisé à l'adolescence avec un trouble oppositionnel, par exemple, tu vois. J'adore. Alors que bon, c'est assez normal, en fait. Tu vois. Ça Et- vient poser plein de questions. Ça pose aussi des questions d'ailleurs sur les diagnostics trop précoces. Parce que, comme disait Hmm. une de mes profs en psycho, en gros, l'adolescence, c'est l'âge où on va passer par tout le catalogue des psychopathos les uns après les autres, hein, les unes après les autres. Et je crois que c'est toi qui disais de mémoire en formation, parce que j'étais ton stagiaire il y a bientôt une dizaine d'années, que on a tous des moments où on dérégule, où nos émotions prennent le pas, où on peut Oui, c'est avoir normal. des côtés presque de folie, je sais pas, dans la colère ou dans la tristesse. La question, c'est à la fois peut-être l'intensité et la durée de Oui. ces épisodes, quoi. C'est la stabilité d'un trouble. Je veux dire, le trouble, c'est normal. Moi, je me demande si être amoureux, c'est pas une forme de psychose. Tu sais, on voit l'autre beau d'abord, on le trouve merveilleux, on lui voit que des qualités, puis 2 ans plus tard, on lui voit que des défauts. À quel moment est-ce qu'on a fait des hallucinations, en fait? Euh, bon, j'exagère un peu, mais tu vois, il y a cette idée, en tout cas, que le filtrage de la réalité, et encore une fois, Facebook est super éclairant là-dessus quand même, quoi. C'est waouh. On partage pas tous le même univers de référence, hein, et pour autant, si on n'est pas idéologiquement d'accord, peut-être qu'on n'est pas obligé de faire comme en Union soviétique et de mettre les gens en psychiatrie, tu vois. Hmm. Ça vient poser pas mal de questions. Quand je vois Enfin bon, bref, c'est un autre sujet. Mais en tout cas, ça pose plein de questions sur où est la limite, tu vois. Je, je trouve que je suis touché par le fait que, voilà, n'ayant pas moi fait ce cursus-là et fait ces études-là, en tout cas sur le premier parcours, puisqu'après il y a quand même un travail d'étude de l'hypnose et de l'accompagnement important. euh, que voilà, pour des gens, je dirais, normaux ou moyens, on soit sensibilisé à ces enjeux-là. Et je crois que il y a plusieurs vies Ça de me- travail. Hein. Donc, ils disent, tu sais, le Texas Hold'em, le poker, c'est 2 minutes pour apprendre la règle, mais une vie pour maîtriser. c'est J'ai ça. l'impression qu'on est un peu dans cette énergie-là. Justement, m'invite vers une transition. Toi qui es formateur, notamment en hypnose conversationnelle, je sais qu'il y a pas mal de gens qui se posent des questions sur ce que c'est et comment ça se pratique. Et euh, Le euh, dernier post que j'ai vu sur le groupe Hypnose, c'était que ça n'existe pas. eh oui, Donc, parce qu'il n'y a pas de vidéo, ce qui m'a amené à poster une des vidéos que j'ai sur le sujet. Oui.
Et en plus, pourrait y avoir de la confusion entre de l'hypnose covert, cachée. Voilà. En plus, il y a un peu, je trouve, je pense, quelque chose de l'ordre du fantasme de pouvoir justement aller dans la manipulation très subtile chez l'autre. Euh, j'ai cette impression peut-être de la clarté de ce qu'on propose. À savoir, quand les gens viennent voir un hypnotiseur, un praticien en hypnose, un Mhm. hypnothérapeute, à ce stade, presque peu importe l'étiquette, euh, j'ai l'impression qu'ils attendent qu'il y ait de l'hypnose, peut-être même de l'hypnose Bien formelle. sûr. Euh, Certaines personnes Encore pourraient une se fois, c'est pas satisfaire. l'hypnose qui est formelle ou conversationnelle, c'est la technique d'induction en fait. L'hypnose, c'est toujours de l'hypnose. On aura l'occasion de revenir dessus. Justement, j'ai l'impression que tu as commencé à répondre. Donc tu dis, c'est soit il y a un moment où on dit, bon, bah ok, maintenant on fait l'induction et on rentre en hypnose, soit par la conversation, tu amènes un état d'hypnose, et le but étant que la personne, alors après il y aura aussi des questions, dans l'instant ou a posteriori, puisse Mhm. confirmer, auto-ratifier, si je prends un terme technique, qu'elle est bien ou qu'elle a bien été en hypnose. Ben, en fait, je vais jamais faire une séance dans laquelle il n'y aura pas un minimum de phénomènes hypnotiques, au moins des mouvements idéomoteurs ou des choses comme ça, pour que la personne puisse valider qu'elle a vécu une expérience hypnotique. C'est c'est la base de la pratique pour moi. Après, n'en déplaise à certains, je crois que la, la maîtrise sur les phénomènes que produit le sujet n'appartient pas à l'hypnotiseur seul. Je crois que c'est une co-construction avec le sujet et que certains sujets peuvent produire des effets plus rapidement et plus loin que d'autres. J'insiste sur plus rapidement et plus loin, ça ne veut pas dire qu'avec de l'entraînement, tout le monde ne peut pas arriver au même résultat. Mais tout le monde ne va pas développer des hallucinations visuelles en 5 minutes, tout le monde ne va pas développer une amnésie instantanée. Je veux dire, c'est quelque chose qui se co-construit. Et puis, c'est intéressant en termes de maîtrise technique. Je ne suis pas sûr que ce soit toujours intéressant en termes d'accompagnement. Moi, une des choses que je trouve intéressante dans la façon dont je pratique, même si pour le coup, ben, étant notamment formateur pour l'Arche depuis 2010 ou 2011, donc ça commence à dater un peu, ça m'a amené de toute façon à répéter en boucle chaque année, plusieurs fois par an, un programme où on fait de l'hypnose avec de l'induction formelle. Euh, mais c'est l'induction qui est formelle, c'est pas l'hypnose. L'hypnose, c'est l'hypnose. L'hypnose, c'est l'ouverture de cet accès à des... pour moi, c'est... et pour le coup, je vais citer quelqu'un avec qui je n'ai pas que des affinités, mais je trouve sa formule jolie, c'est Frédéric Vincent, qui dit que notre job, c'est de ramollir la pâte à modeler. C'est-à-dire que, au fond, pour moi, si je pense à ce qui se passe chez un sujet, c'est comme s'il y avait dans le fonctionnement psychique un certain degré de viscosité. What the fuck? C'est-à-dire que les certitudes qu'on ne remet pas suffisamment en question ont tendance à se rigidifier jusqu'à s'opposer à l'apprentissage. Si tu prends la métaphore d'une tablette d'argile sur laquelle on inscrirait des programmes, quand la tablette d'argile est trop sèche, on ne peut plus rien inscrire. Tout ce qu'on peut faire, c'est la casser. Donc, le job de l'hypnose, c'est de remettre de la capacité à apprendre. Moi, c'est ça qui m'intéresse, très honnêtement, c'est de remettre de la capacité à intégrer de nouvelles informations et à effacer ou à atténuer l'intensité d'anciens programmes. Je pense plutôt atténuer l'intensité d'ailleurs, puisque l'idée, c'est pas de supprimer des compétences, mais de gagner en choix. Et ça, on peut le faire avec de l'hypnose que j'appellerais plutôt classique que formelle, puisque, encore une fois, ce sont les inductions qui sont formelles, pas l'hypnose en fait. Euh, c'est difficile pour moi de ne pas regarder l'état d'hypnose comme une forme de régression, comme un état dans Hmm. lequel on retrouve une plasticité psychique qui est plus proche de l'enfance que de l'âge adulte, comme de ces moments où on est très influençable, mais en fait on est tous très influençables selon les moments. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup de mal à séparer la notion d'hypnose de la notion d'influence. Et à partir du moment où une personne peut changer ses automatismes,
qui était rigide jusque-là, j'ai tendance à me dire que le job, il est fait. Euh, Ce qui est une façon de répondre à quoi je m'intéresse aussi dans l'accompagnement, question que tu posais tout à l'heure. Maintenant, si on veut parler 2 minutes de l'hypnose conversationnelle, donc l'hypnose conversationnelle n'est ni plus ni moins qu'une façon informelle de produire, d'accompagner la production de cet état chez une personne, cette capacité de flexibilité cognitivo-affective, en fait. C'est réinstaurer ça euh, sans qu'il y ait une séquence comportementale ritualisée qu'on appelle induction formelle. Mais c'est tout. C'est pour le reste, c'est la même hypnose. Euh, et je dois dire que l'endroit où je la rencontre le plus, c'est souvent en formation, où parfois j'ai Hmm. l'impression qu'il faudrait... En fait, je passe mon temps à réveiller mes stagiaires en formation, parce que quand tu les vois pas beaucoup cligner des yeux pendant un quart d'heure, tu te dis peut-être qu'il faut les ramener un peu pour que, si tu veux, là où moi je crois que c'est intéressant et où je suis pas fan que de l'hypnose profonde, je crois que dans beaucoup de problématiques, ce qui manque, c'est de la communication entre différents niveaux d'une même personnalité. Et donc, s'il y a que l'inconscient, pour appeler ça comme ça, s'il y a que les process inconscients qui sont présents, qu'il n'y a pas d'observateur caché, quoi qu'en pratique, c'est quand même assez rare. Et quand c'est le cas, ça ressemble plutôt à du sommeil. Ben, je trouve qu'on perd quelque chose à l'état de veille, en fait, parce que pour moi, la plus grosse problématique que rencontrent nos clients la plupart du temps, c'est d'être en conflit avec eux-mêmes. Donc, et très souvent, très honnêtement, la demande consciente amenée par un sujet est une demande qui tente à nourrir les problématiques dans lesquelles elle se débat. L'exemple le plus caricatural que je peux prendre, c'est celui du perfectionniste qui vient pour faire mieux. C'est-à-dire qu'en fait, typiquement, il cherche à résoudre son problème à l'intérieur du cadre qui le produit. Et l'idée, ça va souvent être d'amener aussi la part consciente de la personne à accepter une recherche de solution dans un nouveau cadre que celui qu'elle envisageait jusque-là. Donc pour moi, il s'agit davantage de favoriser la négociation et le dialogue entre différentes parties d'une même personnalité que de la reprogrammation dans le dark, quoi. Hmm. Voilà. Après, je pense que tout est utile selon qui on a en face et selon la demande. Mais c'est plutôt ma façon de travailler, en tout cas. Ne serait-ce que parce que ça me semble plus autonomisant. Je suis vigilant parce que à ce qui se joue en moi quand je t'entends, dans le sens où je constate en tout cas que tu prêches un peu un converti. Je partage Je suis plutôt désolé. tes croyances, mais en même temps, probablement que tu as une influence sur moi, et puis c'est OK que si on partage certains points de vue. euh, Ça n'empêche pas de les remettre en question, hein, je veux dire. Aussi, tout à fait. Mais c'est vrai que j'ai l'impression que si le conscient, d'une certaine manière, fait partie du voyage sans être bloquant, alors c'est probablement plus facile pour la personne de s'approprier et d'installer les évolutions versus tu fais dormir le conscient, si tant est que ce soit vraiment possible, peut-être dans certaines Oui, situations ça beaucoup plus l'est. profondes. Ça Ça l'est. l'est, ça l'est. Après, c'est vrai que je travaille pas énormément comme ça, donc j'ai pas non plus une expérience de l'hypnose profonde, à la fois en tant que sujet et en tant qu'accompagnant, euh, qui est extensive, je dirais. Ça l'est, mais tu vois, pour l'avoir vécu en tant que sujet, je me demande toujours si j'ai dormi ou si s'est vraiment passé quelque chose. Donc, c'est un peu interrogeant, l'absence de la conscience, en fait. Il faudrait... Mais, Pardon, je t'en prie. non, non, vas-y, il faudrait. C'est-à-dire, il faudrait peut-être mesurer, je dis parfois que le juge de paix, c'est des résultats. En fonction de l'objectif de la séance, si tu les as obtenus suite à une séance d'hypnose profonde où toi, tu étais complètement KO, on peut imaginer qu'il y a une forte probabilité que ça ait fonctionné. Après, En fait, le problème, si je repense à ces séances-là que j'ai pu vivre en tant que sujet ou des endroits où j'ai pu accompagner le sujet, c'est que, à moins d'être voyant extra-lucide, c'est vachement compliqué de savoir ce qui produit un effet. Toute la problématique de l'accompagnement psychique, c'est que ça ne fonctionne pas avec une logique de causalité linéaire où une cause produit un effet. Une multitude de causes produisent une multitude d'effets sans qu'on sache à quelle cause relier quel effet et vice-versa. Donc, si on n'est pas... En fait, c'est tout le problème, justement, et c'est ce qui fait mon conflit parfois intellectuel avec une certaine vision de l'hypnose, c'est que
On n'est plus au 19e siècle. Entre-temps, on a intégré le paradigme de la complexité et on est un peu sorti des paradigmes positivistes de la recherche. En tout cas, certains en sont sortis. Et du coup, en psychologie, qui est franchement pas une science dure, hein, euh, je rappelle, pour être tombé sur une méta-analyse qui m'a fait sourire, sur 500 études, 60% n'avaient pas de résultats reproductibles, ce qui fait quand même beaucoup, 60% d'études non reproductibles sur un gros échantillon comme ça. Ça interroge un peu sur la validité de la science. En gros, il y a tellement de biais, tellement de paramètres, tellement de facteurs que c'est extrêmement compliqué d'avoir des résultats reproductibles en psychologie. Mais si on est Donc, sincère, on n'est pas à l'abri que ce soit une coïncidence, quoi, ou que ce soit quelque chose de complètement extérieur qui soit venu jouer alors à peu ou près au même moment où la simplement que ce séance. soit par exemple l'effet Pygmalion ou d'autres effets qui produisent un résultat, ou la température de l'air ce jour-là, ou les préoccupations de la personne avant de venir, ou tu vois, de même, j'ai un peu le même problème avec les neurosciences d'ailleurs. C'est, ah oui, pendant une séance, il s'est passé ça dans le cerveau, on a pu l'observer. Oui, d'accord, mais ce qu'on observe, c'est le corrélat de quoi en fait? Parce que est-ce que c'est lié à l'état ou est-ce que c'est lié au processus psychique pendant l'expérience? Ça encore, je veux dire, c'est très compliqué. Ce serait bien d'avoir pas trop de certitude, je trouve, avant longtemps. En fait, je suis toujours frappé des gens qui utilisent la science pour asséner des certitudes, alors que le propre de la science, c'est de remettre en question les certitudes. Mais bon, Là aussi, je partage ton chacun point de ses vue. pathologies. Ouais, ouais, la science maintenant c'est remise en cause et continue de se remettre en cause régulièrement. Voilà, Après, il y a c'est quand même ça. des, C'est la des- différence entre la science et la religion, en fait. et du coup, on peut presque avoir une religion scientifique d'une certaine manière. Je pensais pas aller vers là, mais vu que tu le nommes, cette impression. Alors moi, j'ai lu un peu des articles de Sylvia Morard et ce genre de choses, mais je n'ai pas fait vraiment d'études. J'ai pas suivi notamment le cursus de Thierry Galopin sur les Mhm, neurosciences. Je connais un peu Thierry par ailleurs, que je salue ici. Euh, Ce corrélat du mode par défaut qui se désactive et de l'hyperconcentration. À nouveau, on a l'impression qu'on peut constater pardon, chez des sujets qui semblent en mesure de développer de la transe assez profonde, de manière, pour le coup, assez mhm. reproductible. Tu, je sais pas, t'en La penses quoi de ça? focalisation attentionnelle a l'air d'être un facteur de l'hypnose. Mais on ne sait pas si c'est un facteur de l'hypnose parce que ça produit de la focalisation attentionnelle ou parce que la focalisation attentionnelle produit l'hypnose. C'est, il n'est pas exclu, il y a plein d'exemples, hein, il n'est pas exclu que la focalisation attentionnelle produise par une forme d'épuisement une désinhibition de certains fonctionnements, par exemple. J'en sais rien, en fait. Euh, j'ai plein d'hypothèses et plein d'hypothèses contraires et pas les moyens de les valider. Donc je reste dans la lecture et l'écoute de ce que les uns et les autres disent et je vais me contenter de dire je sais pas. Il y a un article intéressant que je vais retrouver, si je peux, pas sûr de l'avoir là, sur les corrélats neurologiques de l'hypnose. Euh, mais je suis pas sûr de le trouver. Je cherche l'auteur en fait. Mais si je le trouve pas, à l'occasion, je le mettrai. Je sais pas où tu vas poster ça, mais si je le trouve, je le mettrai quand je l'aurai retrouvé. Super, effectivement, on mettra le lien. En général, je publie sur YouTube pour la vidéo et puis sur un site de podcast. En tout cas, les liens, si jamais c'est accessible sur Internet, on pourra évidemment partager ça avec nos auditeurs, auditrices. Ouais, Je ce mettrai serait sympa. aussi le lien vers l'article de Sylvia Morard en espérant qu'il soit encore accessible, qui pour le coup était assez éclairant. Mhm. C'est quelque chose, je suis ravi qu'on soit ensemble aujourd'hui. Je trouve que Moi le fait aussi. d'être mesuré dans nos propos et dans nos croyances est, je crois, une qualité qui parfois, on va aussi dans la politique avec le populisme. On va évidemment pas faire de politique aujourd'hui, mais apporter des réponses simples et absolues à des enjeux, et tu parlais de complexité, qui sont fondamentalement dans la complexité, me paraît à minima réducteur et souvent un peu dangereux, quitte même à faire un peu de la poudre aux yeux. Oui, moi je fais Moi, une je me approche demande, profonde avec tout le monde, je fais tout en une séance. il y a une part de moi qui appelle ça de la paresse intellectuelle avec une certaine colère. Et puis, il y a une autre part de moi qui se dit que
s'il y a ça, c'est soit parce qu'il y a un manque d'éducation, soit parce qu'il y a une insécurité émotionnelle qui éprouve le besoin de trouver des certitudes. Donc, je vais essayer de rester indulgent. Oui, même les excès de narcissisme et d'ego, puisque je suppose que c'est ce que tu mimes, euh, c'est l'expression d'un besoin, d'une insécurité, en fait. C'est l'accompagnant en moi a du mal à pas voir la vulnérabilité qui se cache derrière ces postures. Donc, colère parfois et tendresse aussi, peut-être, à cet C'est endroit-là. ça, c'est colère parce que c'est fatigant par moment et en même temps c'est tellement humain. C'est Ça me tellement fait connecter avec, je crois que c'était un cours de Cyril Champagne sur la construction de l'identité chez Wolinski, avec cette combinaison, entre guillemets, entre une croyance, du coup, par définition fausse, et puis les comportements compensatoires. Il faut que je sois fort pour être aimé, et donc je vais me montrer fort quoi qu'il arrive. Et Euh, oui, il y a des besoins derrière tout ça. euh, J'ai cette question qui flotte dans dans un coin de mon esprit depuis tout à l'heure. J'espère que toi et nos auditeurs, auditrices me pardonneront l'esprit un peu en arborescence. Je crois que c'est une de mes marques de fabrique d'intervieweur. Donc voilà, Bienvenue au j'assume. club. Euh, Si on revient sur le côté induction en hypnose, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs paramètres qui se dessinent. On peut avoir des processus un peu ritualisés. Il y a peut-être ceux qu'on apprécie particulièrement et du coup, la croyance, la conviction, la confiance qu'on a va peut-être jouer fortement dans la capacité à induire un état d'hypnose. Euh, il y a certaines personnes et je trouve que l'idée est intéressante, qui utilisent l'induction comme un moment de construction de la compétence. C'est-à-dire que si Oui, j'ai besoin après que la personne soit capable d'halluciner quelque chose, je vais créer de l'hallucination. En tout cas, je vais l'entraîner à créer de l'hallucination. Il y a un excellent livre aussi. Alors, excuse-moi, ça va être assez pêle-mêle. Je te laisse te débrouiller avec ça. Je fais confiance à ton intelligence. Euh, t'inquiète pas, je vais te demander de résumer ta question. Allez, je serais bien embêté, on verra ça. Les phénomènes hypnotiques en psychothérapie, qui est un Mhm. excellent livre Oui. j'étais surpris de découvrir tard dans ma formation, d'ailleurs en autodidacte, parce que je ne l'ai pas découvert dans une formation, et qui nous invite, et il nous donne quatre grandes utilisations des phénomènes hypnotiques. Le plus facile, celui que la personne a le plus de facilité à produire, celui qui structure le problème. Intéressant de voir les problèmes comme des phénomènes hypnotiques ou des états de transe négatifs, on pourrait dire. On Mhm. retrouve ça d'ailleurs chez Wolinski dans Trances People Live. Euh, Et dans l'approche conversationnelle aussi, en ce qui me concerne. Génial. Son inverse, si la personne, par exemple, se sent figée dans la vie, elle a peut-être une compétence à être en catalepsie, et on peut utiliser la catalepsie de manière hypnotique, ou inversement du mouvement automatique. Et d'ailleurs, c'est les deux faces d'une même pièce. Et puis, le dernier, c'est le mouvement symbolique. Je pense à la bascule avant-arrière qui, finalement, symbolise des pas et Mhm. l'idée d'avancer dans la vie. Euh, Parmi toutes ces options, comment tu te positionnes? Et j'ai une question au tiroir. Allez, tant pis, je prends le risque de go with the flow, de me laisser porter. Euh, J'ai le souvenir dans ma formation initiale d'une invitation à faire beaucoup du sur-mesure. C'est-à-dire toujours Mhm. s'adapter au client. Et puis, j'ai fait une formation avec Bob Burns, dont j'ai traduit le bouquin qui va Mhm. bientôt être édité, Au rêve du CID, où il dit l'inverse. Il dit au contraire, il faut que vous soyez scripté, parce que vous êtes professionnel, vous êtes scripté. Et à nouveau, ce côté maîtrise d'une ou de quelques inductions, à minima, génère une grande confiance en soi, qui, je crois, est une forte suggestion pour nos clients, qui viennent chercher quelqu'un qui sait ce qu'il fait, et qui donne des points de repère aussi pour mieux mesurer comment la personne nous suit ou s'il y a besoin d'adapter. Je vais me permettre de relever un biais dans cette affirmation. Tu veux dire que pour avoir confiance en soi, il faudrait n'utiliser que quelques inductions? Ou est-ce Non, qu'on pourrait être confiant dans sa pratique avec plus de variété que ça? évidemment, la deuxième option. En revanche, le fait d'avoir fait ce travail, et finalement, on revient à la qualité du travail et à l'engagement ouais, dans la préparation. Le fait d'être passé, et après ça parle peut-être de moi beaucoup aussi, hein, d'être passé par l'écrit, d'avoir posé les choses sur le papier, les différentes étapes, les stratégies, euh, euh, la, le- la logique derrière ce qu'on fait, les voies de sortie, entre guillemets, en préparant qu'est-ce qui se passe si la personne ne répond pas comme prévu. Euh, il y avait un militaire américain j'avais entendu ça à la radio, qui disait, quand vous allez sur le terrain, votre stratégie, elle sera toujours fausse. On ne peut pas tout Mhm. anticiper. Bien sûr. Et moi, à l'époque, étant ado ou adolescent longtemps, j'avais, comment dire, interprété ça de manière abusive. Et je me suis dit, si la stratégie est fausse, alors autant ne pas avoir de stratégie.
Ce qui est une connerie, puisque la fin de cette citation, entre guillemets, c'est en ayant une stratégie, quand elle se révèle fausse, alors on a beaucoup plus de capacité à ajuster de manière efficace. Euh, Oui. J'imagine, vu ton expérience et ta pratique, la pratique notamment d'hypnose conversationnelle, que euh, je projette sur toi le fait qu'il n'y a probablement pas une structure scriptée ou définitive. J'imagine aussi que tu as beaucoup bossé, donc tu as probablement plus scripté que ce qu'on croit. Les musiciens qui improvisent ont fait leur gamme, quoi. Tu n'improvises jamais à partir de rien non plus. Il y a beaucoup de travail finalement. Ouais, beaucoup de travail, c'est pas pour autant que tu fais forcément tes gammes, ni que tu scriptes, ni que tu apprends le solfège. Je connais un paquet de musiciens exceptionnels qui connaissent pas le solfège, par exemple. Pour prendre cet exemple-là. Euh, je ne sais pas comment répondre parce que moi, vraiment, je n'avais pas prévu de faire de l'hypnose du tout, en fait. C'était pas dans mon plan de carrière. C'était pour moi une façon de clôturer un chapitre de vie un peu difficile. Et je suis vraiment tombé dedans presque sans l'avoir choisi. Et je voudrais remercier Kevin Finel de m'avoir fait confiance si vite à cet endroit-là. Euh, Si je fais le compte, tiens, on va faire un petit calcul comme ça, 13 ans, voilà, 13 fois 13 que multiplie 7. J'ai dû former 90 promotions en hypnose conversationnelle, tu vois, par exemple. Et si je fais, je sais que j'ai formé à peu près 4000 personnes. Et si je fais le compte sur les mêmes années du nombre de, on va dire que j'ai dû faire à peu près 50 techniciens, non un peu plus parce que c'est par trois. Euh, ouais, allez, en gros 50 techniciens en hypnose et autant de praticiens. Donc, je peux pas dire que j'ai vraiment scripté quoi que ce soit. J'ai juste répété, 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 répété. En fait, quand j'ai commencé à me former, euh, bah, pendant presque 2 ans, je n'ai fait absolument que ça. Euh, C'est-à-dire que je me rappelle avoir enquillé 1000 heures de formation diverses avant de commencer à pratiquer professionnellement. Et là, j'ai largement passé les 10 000 heures de formateur. Donc, il y a un moment où tout est tellement automatisé, c'est tellement pas ma... Je suis pas un bon travailleur dans le sens où euh, je manque peut-être de rigueur dans la structure de mon apprentissage. Ce qui me guide, c'est plus l'envie et la curiosité que la méthode, j'avoue. Et je pense que dans 2, 3 ans, quand je serai un peu posé, puisque là, je suis dans une phase de transition un peu importante, je vais reprendre toutes les bases et les retravailler encore et encore. Mais ce qui est vrai, c'est que quand on s'est suffisamment et correctement formé, je trouve, euh, bah, il y a plein de compétences qui sont automatisées en fait en termes de rhétorique et de technique hypnotique. C'est là. Après, peut-être que le mot script est un peu saillant et c'était pas mon idée en te posant la question. Non, mais je trouve que c'est légitime aussi. C'est juste pas ma façon de travailler. J'ai l'impression que si on regarde ce qu'il y a derrière, c'est peut-être deux chemins différents pour arriver au même résultat. Bien C'est-à-dire sûr. la pratique, la répétition. Moi, je me suis rendu compte, du coup, j'ai scripté ma consultation initiale. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte qu'avec le temps, surtout après la formation avec Bob Burns, euh, Hmm. bah, que finalement, j'avais des chemins que je prenais souvent et bon, ils marchent la plupart du temps. Et puis quand ils marchent pas, j'avais des chemins, d'autres chemins que j'explorais et du coup arriver à voilà, des formulations qui libèrent de l'espace mental pour être encore plus présent à l'autre. Euh, et toi, tu l'as fait avec ton travail initial dans tes formations, tu dis les deux Ouais, ans, et puis après en probablement tant que pas formateur. scripté, tu vois, pour le coup, parce que oui, moi j'aime bien. En fait, ce qui m'intéresse dans la pratique de l'hypnose, c'est justement de rencontrer la singularité de chaque personne. Donc, je ne vais pas me priver de ce plaisir-là. Je ne me pose même pas la question de l'efficacité. Je ne sais pas ce qui est plus efficace ou moins efficace, encore une fois, parce que les facteurs, de toute façon, si on parle on connaît tous hein, ces différentes études sur les facteurs d'efficacité de la psychothérapie, la technique, c'est 15%. Donc, c'est pas la partie qui m'intéresse le plus. Ce qui m'intéresse le plus,
personnellement, et c'est ce qui m'a fait vraiment tomber amoureux de l'approche ericksonienne, c'est du travail d'Erickson, c'est la curiosité et l'intérêt pour la personne. C'est ça qui m'intéresse. Le reste, je m'en fous un peu, en fait. Si on me disait, tu fais une thérapie en faisant des claquettes ou en sacrifiant des poulets, ça me poserait aucun problème non plus. Je veux dire, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir le choix, en fait. Euh, un de mes petits chevaux de bataille personnels, on a ceux qu'on peut, c'est j'aimerais que dans notre métier, les gens s'intéressent moins aux techniques et plus à la culture. Euh, Parce que les techniques, je vois des gens qui disent, ah, j'ai découvert ces techniques, ça marche avec tout. Ouais, c'est vrai à peu près pour toutes les techniques. Toutes les techniques marchent à peu près avec tout, bizarrement, quand il y a de l'alliance, quand il y a de la relation, quand il y a de la confiance, etc. Donc la question, pour moi, c'est pas tellement la technique, c'est plutôt qu'est-ce qui permet de créer l'alliance, qu'est-ce qui permet de créer la relation, qu'est-ce qui permet de créer la confiance. C'est plus là pour moi l'enjeu. Tu vois, parce qu'il se trouve qu'ils sont là, les facteurs communs. Yes. Justement, pour celles et ceux qui nous écoutent, alors évidemment, je vous encourage à aller vous former auprès de gens. J'ai eu la chance à l'époque, quand je m'étais formé notamment en hypnose conversationnelle avec toi, il y Je me avait suis amélioré, j'espère. bah, j'espère aussi, c'est vrai que c'était il y a un bail, mais c'était déjà génial. Et puis, il y avait eu un micmac. Donc, voilà, quand j'ai fait mon retour, à l'époque, tu le faisais avec Laurent et puis Laurent Bertin, donc, n'avait pas pu rester. Donc, j'avais eu que toi. Puis ensuite, sur le retour, il y avait eu que Laurent. Donc, ça a fait deux éclairages très différents. Euh, c'est assez insaisissable, comment créer la confiance. Alors peut-être, probablement qu'on peut réfléchir, il y a eu des études. Euh, je ne sais pas si tu as quelques insights ou quelques pépites à partager, Ouais. J'ai une un curiosité de slogan. l'autre. Pardon? J'ai le slogan du bifidus actif. Allez, vas-y, balance. Bah, c'est ce qui fait à l'intérieur qui se voit à l'extérieur. C'est-à-dire que, pardon, hein, je suis désolé, ça ne nous amène pas très loin. J'ai le sentiment que c'est ce que je pense et ressens vis-à-vis de mon sujet qui fait ce travail-là. C'est-à-dire que c'est la qualité, c'est des mots fourre-tout qui sont pas très simples. C'est la qualité d'intention et d'attention. C'est ma liberté intérieure aussi et mon empathie qui font la relation. C'est, quand je dis mon, c'est pour tout le monde, hein. C'est-à-dire que, tu vois, par exemple, cet automne, pardon, je vais faire une page de pub. Cet automne, on va lancer dans notre petit coin de paradis Cévenol la première édition d'une formation sur le serpent de mer que personne n'a jamais réussi à faire, mais parce qu'on n'a pas tout à fait le même objectif. Puisque justement, la question que se sont posées beaucoup de professionnels, c'est comment on forme à créer de l'alliance. Et je vais répondre comme je peux. Euh, Déjà, pour moi, l'idée, c'est pas de former à comment créer de l'alliance, mais plutôt de prendre conscience de ce qui nous limite pour le travailler sur un travail au long cours. Tu vois, c'est l'empathie, la congruence, la présence, puisque ce sont les trois mots-clés de la formation qu'on va proposer. Ce ne sont pas des choses qu'on apprend en une semaine de formation. Ce sont des choses qu'on apprend en se dépouillant un peu plus tous les jours de nos peurs et de nos certitudes. Et si j'osais un grand mot, en faisant vivre un peu plus, aïe, le grand mot, d'amour à l'intérieur. Pas d'amour érotique, hein, pas de celui-là dont je parle. Mais même s'il a sa place dans un certain niveau aussi. Euh, mais pour moi, l'idée, si tu veux, j'ai une certitude aujourd'hui acquise par la pratique, c'est que ce qui nous sépare le plus les uns des autres, ce sont nos peurs. Et que par conséquent, le premier de nos travails en tant qu'accompagnant, c'est de prendre le temps de rencontrer ces peurs. Et pas nécessairement la peur du vide ou, tu vois, parce que oui, ou la peur de la mort, mais déjà toutes nos insécurités relationnelles. Parce que, euh, parce que là, on peut voir ce qui nous limite en séance assez simplement. C'est donc, par exemple, tu vois, moi, je sais que j'ai articulé le projet qu'on a monté avec Lisa et qu'on démarre en octobre,
autour de ces trois grands mots que sont l'empathie, la congruence et la présence. Je vais prendre 2 minutes pour expliquer ça parce que c'est pas qu'une façon de faire de la promo, c'est aussi une façon de partager une vision. L'empathie est une compétence qui existe chez la plupart des mammifères et en tout cas des primates, à la naissance. C'est pas pour autant que diverses expériences ne peuvent pas nous emmener à l'inhiber tellement ou au contraire à raisonner tellement avec l'autre que ça puisse poser problème non seulement dans l'accompagnement, mais aussi dans nos relations personnelles. Euh, du coup, j'ai quelques convictions à valider, mais je pense que ce qui va nous limiter dans notre régulation de l'empathie, parce que pour moi, la question, c'est pas d'être empathique tout le temps et avec tout et sans limite, et c'est pas non plus, il y a vraiment une question de régulation à cet endroit-là. C'est comment savoir par moment se restreindre dans son empathie. Et je vais prendre un exemple. Il y a des personnalités qu'on peut recevoir en séance qui ont comme mode d'influence sur leur environnement leur insécurité émotionnelle et qui vont s'en servir pour contrôler leur environnement. Là, si je rentre trop dans ce jeu-là, je ne vais pas être aidant. Mais si je rentre pas suffisamment dans ce jeu-là, je vais pas être aidant non plus, puisque la personne a aussi besoin de se sentir prise en considération et en sécurité. Donc, qu'est-ce qui m'empêche d'avoir de la flexibilité dans ma régulation empathique? Qu'est-ce qui se passe en moi dans mes expériences de trauma, de dépendance affective, d'insécurité personnelle, de jouer avec ce curseur-là en sachant que ce sera jamais parfait. Et c'est pour ça que pour moi, l'objectif d'un travail là-dessus, c'est pas d'atteindre un résultat, c'est d'apprendre à nettoyer sa maison, c'est-à-dire d'identifier où est-ce qu'il y a du nettoyage à faire. Et quand on aura nettoyé à tel endroit, ben on découvrira que, ah tiens, ce tas de poussière en masquait peut-être un autre, et ainsi de suite. Si je prends la deuxième thématique qui est celle de la congruence, c'est pas juste parler en mettant le ton. C'est, pour moi, il s'agit là de congruence au sens rogerien, c'est-à-dire de capacité à être en accord avec soi-même quand on dit quelque chose, c'est-à-dire d'être en capacité de reconnaître justement ces coins d'insécurité à l'intérieur, pour savoir à quel moment est-ce qu'on est vrai, à quel moment est-ce qu'on l'est pas, à quel moment est-ce qu'on est insécure, à quel moment est-ce qu'on ne l'est pas, et d'être OK avec tout ça en fait. C'est OK d'être insécure aussi, par moment. Et c'est peut-être même OK de le montrer. Euh, Oui, ça peut être une autorisation, surtout dans la posture de l'accompagnant qui est souvent mis sur un piédestal et idéalisé. Attends, si jamais lui aussi c'est un être humain avec sa vulnérabilité, alors ça veut dire et qu'il est OK avec ça, ça veut dire que moi aussi je peux être OK avec ça. si tu veux, moi je crois profondément que ce qui répare, comme ce qui blesse d'ailleurs, c'est la relation. Donc, et c'est intéressant de voir comment, avec les addictions, on voit par exemple que quand les Hmm. gens sont dans un environnement de relations riches, les besoins s'affaiblissent très vite. Euh, donc, euh, donc l'idée, c'est comment être en capacité de proposer la relation la plus belle, la plus sécure, la plus juste, la plus douce, mais aussi la plus exigeante, puisque tout ça a besoin d'être dosé en fonction du contexte. Et puis, la plupart des problématiques ont une dimension relationnelle, sinon presque toutes, et elles se rejouent presque toujours dans les séances, cette dimension relationnelle. Donc, c'est important d'apprendre à travailler, à les détecter et à être en capacité de s'adapter et aussi à reconnaître qu'il y a des gens avec lesquels on sera moins bon parce qu'il y a un travail qui n'est pas suffisamment fait à l'intérieur. Et c'est OK en fait. Je ne sais pas si ça vient un peu répondre à... Je sais pas quelle était la question de départ. Je sais plus non plus. Euh, mais en tout cas, à nouveau, je me laisse porter par tes paroles. Effectivement, après, et le travail de Cyril sur les fondements de la pratique ericksonienne et qui a été publié dans la revue Kern Oui, c'était est joli. génial. Et sur
Souvent, on remet en cause la psychanalyse et l'approche freudienne, souvent à raison, et en même temps, pour l'époque, et même il y a des insights qui ont quand même tenu le temps, et là, tu nommes à demi-mot, en tout cas c'est ce que j'entends, transfert et contre-transfert, et effectivement, être un peu lucide sur ses enjeux à soi euh, et être capable d'un peu repérer quand on se laisse aspirer dans ces mécanismes est probablement une sécurité importante à développer, quoi. Pour le coup, c'est pas ma grille de lecture préférée. Je suis bien plus rogerien que freudien. Et je me rappelle, si vous voulez bien, mes amis, que le transfert et le contre-transfert n'ont pas de réalité ontologique. Ils n'existent pas en eux-mêmes, ce ne sont que des conceptualisations dont la validité peut être questionnée. Tu vois, on peut travailler avec d'autres notions que celle-là, et l'empathie en est une, par exemple. Ce que je voulais nommer, c'est Non, non, mais c'est OK, euh, hein, je ne suis pas non, non, mais, opposé, c'est une non, non, mais nuance. j'adore que tu précises ça et je partage ton point de vue aussi. C'est une grille de lecture. Et C'est les pas grilles de ma lecture ne sont préférée. que ça. Peut-être que les mots sont pas les mieux choisis. C'était l'idée que, en tout cas dans ce que je comprends du transfert, que la personne vienne rejouer ses enjeux relationnels avec nous dans la Oui, séance et que mécaniquement, nous-mêmes étant des êtres humains avec des enjeux relationnels, on ne peut pas ne pas les jouer d'une certaine manière. Et je crois que c'est un peu le sens de ce que tu disais. Avoir travailler un peu, gagner en lucidité, nettoyer un peu sa maison, permet d'éviter d'aller avec nos gros sabots et nos enjeux relationnels qui peuvent être traumatiques, de venir c'est pas si jouer simple. malgré nous. C'est pas si simple. Je crois qu'on a plus intérêt à être lucide qu'autre chose, parce que si on reste sur les catégories du transfert et du contre-transfert, que j'aime pas vraiment, hein, mais bon, peu importe. C'est pas ma conceptualisation préférée, mais néanmoins, c'est l'ingrédient principal de la cure psychanalytique. C'est-à-dire que ce qui se joue dans l'échange d'affect entre un accompagnant et un accompagné, dans la vision freudienne, c'est l'ingrédient principal de la cure. Ça vient questionner ça aussi. Pour moi, il y a quelque chose de l'ordre du reparentage qui se joue en séance, souvent. C'est-à-dire de la substitution à des modalités relationnelles insécures, des modalités relationnelles sécures. Euh, c'est pour ça que je suis un peu ambivalent sur la terminologie. Mais oui, 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 alors après, en plus, moi, je suis quand même déjà pas le mieux renseigné, et donc probablement que j'utilise ces termes-là, ça non, mérite des non, pincettes. de toute façon, chacun les utilise un peu comme il veut, et les définitions varient d'une personne à l'autre. C'est le propre de la subjectivité. En tout cas, pour parler très concrètement, ça m'évoque un accompagnement avec un homme qui a vécu dans son enfance beaucoup de difficultés, notamment relationnelles avec sa mère, et qui du coup n'avait pas trop le droit d'exister parce que quand il existait, il se faisait taper, quoi, en gros. Mhm. Et donc pas mal d'auto-sabotage. Et en séance, bah, l'auto-sabotage, entre guillemets, s'activait assez régulièrement. Donc dès que quelque chose marchait, il le désactivait. Et un jour, il me dit Oh, vous êtes fort quand même. Alors, toi, tu es un peu surpris parce que tu as l'impression de patauger, tu vois. Il dit, bah, pourquoi vous dites ça? Il dit, bah, moi, je viens, déjà, j'ai pas envie de venir, et puis j'arrive, je vous mets des bâtons dans les roues, et vous arrivez à chaque fois à en faire quelque chose de positif. Et j'ai vraiment eu tu vois, ce flash de me dire, c'est vrai que c'était désagréable que quand il y a des choses qui marchent, qu'il les désactive. Et j'ai senti un truc chez moi qui aurait pu avoir envie, entre guillemets, de le rejeter pour ça. Mhm. Et le fait de laisser passer ça pour aller plus, et je te rejoins sur cette dimension d'amour, ça m'arrive régulièrement d'avoir des élans d'amour, mais plus agapés, quoi, d'amour Mhm. d'humanité pour les personnes, pour euh, leur entièreté, mais aussi, bon, évidemment, leur fragilité, mais leur force aussi et de rester présent à lui en mode, OK, tu viens rejouer ces mécanismes et c'est OK. Et tant que ça a besoin de se rejouer, ça se rejoue et on reste cool avec ça. Et je crois qu'effectivement, c'est un facteur thérapeutique important. Et tu vois, je tisse ce fil-là, ça m'a frappé tout à l'heure. Euh, Moi, quand j'ai découvert l'hypnose, au départ, j'y suis allé un peu dans une dimension technique. Je me suis dit, attends, mais c'est quoi ce truc de dingue où tu peux faire la poule sur scène, où tu peux faire arrêter de fumer parfois de manière très facile, là où les gens bloquaient. Et la plus grande surprise de ce parcours-là, c'est qu'en fait, l'outil d'hypnose et toutes les expériences que ça m'a poussé à faire, en fait, ça m'a plongé dans mon humanité. Et moi, j'étais un peu dissocié, j'ai eu des illusions sur le bouddhisme, j'ai cru que si j'étais dissocié de tout, je serais heureux. Bon.
petite erreur installée au moment de l'adolescence où en général on installe des programmes avec un extrémisme abusif, t'en parlais tout à l'heure, d'une certaine manière. Et, euh, et finalement, dans l'hypnose, moi aujourd'hui, alors, j'adore la technique et tout ça, mais le cadeau que ça m'a apporté, je crois que ce qu'on est en train de vivre ensemble aujourd'hui, j'ai fait une interview avec Stephen Brooks récemment, qui sera aussi publié, les Marco bouddhistes, Stelton. etc. Euh, Moi, ça m'a permis de redescendre de mon idéal, de mon illusion de toute puissance, de mieux me connaître, de mieux m'accepter dans ma faillibilité et d'aller vraiment, j'ai l'impression d'aller au contact de l'autre. Et du coup, il y a un paradoxe, c'est que la technique un peu de manipulation où tu vois, tu es censé justement penser la relation pour être dans l'influence, etc., ça a été un chemin vers finalement de la vraie relation profonde, authentique. Euh, et je sais pas trop où je vais avec ça, mais en tout cas, ça a résonné assez fort avec ce que tu disais. J'aurais tendance à dire que s'il y a une chose que m'a appris la pratique de l'hypnose et la formation aussi, c'est à croire toujours un peu plus dans la richesse d'un être humain. C'est assez bouleversant de voir que même ce qui m'exaspère chez des gens a parfois de bonnes raisons d'être là. Là où je vais pousser le bouchon un peu loin, c'est, tu vois, euh, je me retrouve à dire des mots qui me ressemblent tellement pas dans mon histoire, mais j'ai l'impression que l'amour dont je parle ici, en fait, il a à voir avec la discipline. Ouais, ça paraît bizarre, hein, cette idée-là. C'est-à-dire avec cette idée, justement, de ne pas se laisser embarquer par ses propres émotions et ses propres réactions et se refocaliser sur l'humanité et le besoin de l'autre. Et au fond, ça demande une certaine forme de discipline, de pas partir en moi, ma gueule. Ok, j'avais pas fait ce lien-là et il est génial. Euh, euh, cette discipline nécessaire pour la pratique de ce métier Mhm. ne peut pas, je crois, ne pas se diffuser, pardon pour les doubles négations, mais se diffuser à l'échelle de la vie en général. Et donc, ça éclaire le fait que depuis que j'ai commencé ce chemin avec l'hypnose, ben, je te dis, j'ai l'impression d'avoir commencé à vivre vraiment dans le lien à l'autre. Et Ouais. effectivement, quand tu es dans ta tour d'ivoire de ton ego et de ton moi, ma gueule, bah, c'est un peu aride, quoi, pour le moment. Ton ego qui est ton protecteur et qui est là pour des tas de raisons, mais en fait, le problème, c'est que l'ego cherche la sécurité, il a bien raison, puisqu'on a besoin de sécurité, et en même temps, c'est une quête illusoire. Parce que quel que soit le domaine, la sécurité n'est pas assurée. La sécurité matérielle, je vais prendre des exemples, la sécurité matérielle, tu as plein de sous sur ton compte en banque, il y a une éruption solaire, les systèmes grillent, les backups ne fonctionnent pas, il n'y a plus de sécurité. Euh, Tu fais du sport et puis rien ne t'empêche de faire un AVC et il n'y a plus de sécurité. Euh, Tu te balades dans ton jardin, tu te fais piquer par une tique, tu te retrouves avec la maladie de Lyme ou même maintenant dans le sud-ouest de la France avec la fièvre Crimée-Congo. Euh, je veux dire, la sécurité est une quête illusoire. Elle est légitime et illusoire en même temps. Je sais plus qui disait que si jamais on était aussi conscient de à quel point tout ça ne tient qu'à un fil, la vie serait insupportable. Et en même temps, s'en rappeler régulièrement, comme à nouveau les bouddhistes nous invitent à méditer sur l'impermanence et la mort, est probablement un beau chemin aussi pour encore plus pleinement vivre la vie quand Je elle est là crois, et je quand on a crois, la chance qu'elle soit plutôt chouette. je Euh, crois. Waouh, mais je suis pas surpris avec toi, mais je suis quand même un peu surpris et touché que nos échanges nous aient amenés dans ces sphères-là. Euh, j'ai l'impression qu'on pourrait Désolé. parler. Non, non, tu rigoles, t'excuses pas, au contraire, c'est une joie. J'ai un peu un canevas d'entretien et en Mhm. même temps, je Ouais, trouve t'es ça pas dans la génial. merde, hein. Non, non, mais pas, je veux dire, pour toutes les interviews que je fais, et en même temps, je suis ravi qu'à chaque fois, une structure un peu similaire amène à des endroits très différents. Et c'est peut-être d'ailleurs à l'image d'une séance d'hypnose, qu'elle soit scriptée ou pas, ou d'un accompagnement. Euh, L'humain. Oui. ouais. On pourrait parler pendant des heures. J'essaie de mettre aussi un cadre temporel pour que, même pour l'écoute et tout ça, ce soit plus facile. Si on se rapproche de la fin du temps qu'on a ensemble, euh,
as donné plein de pépites. Je te donne les deux dernières questions que j'ai en tête et je te laisserai t'en Mhm. débrouiller à nouveau. Euh, pour les gens qui nous écoutent et peut-être même pour des gens qui s'intéressent à l'hypnose ou qui commencent ou qui envisagent de commencer ce chemin-là, quel serait peut-être ton conseil ou les quelques conseils ou peut-être ce que tu aurais aimé, ce dont tu aurais aimé disposer quand tu as commencé, ce qui t'aurait peut-être fait gagner du temps si tant est que ce soit un enjeu, en tout cas qui t'aurait facilité. Et puis la deuxième question, c'est si jamais il y a une question que tu aurais aimé que je te pose ou un thème que tu aurais aimé qu'on évoque. Comme ça te laissera le champ complètement libre pour finir ce moment. Euh, Est-ce qu'il y a un truc que j'aurais aimé et que j'ai pas eu quand j'ai débuté? Non. Par contre, il y a un truc que je dis toujours à mes stagiaires en début de formation, à tort ou à raison, hein, je ne sais pas. Le premier, c'est que s'ils sont dans une perspective de reconversion et pas d'acquisition d'une compétence supplémentaire dans une activité déjà là, c'est qu'ils ne lâchent pas la proie pour l'ombre. Il y a beaucoup de monde sur ce marché et c'est important de penser à leur sécurité matérielle et familiale avant toute chose. Donc, de faire attention, de ne pas mettre tous les œufs dans le même panier, ce qui me paraît vrai dans pas mal de cas. Tu vois, là, moi, j'ai monté récemment un projet, ben, je pense, avec une diversité de ressources de façon à assurer de la sécurité, justement, parce qu'autant que possible, on en a besoin. Euh, Ce que je voudrais aussi dire, c'est apprenez toutes les techniques que vous pouvez et ne croyez pas qu'elles sont la solution. C'est, je connais des gens, et j'en connais plusieurs pour le coup, qui m'ont marqué sur mon parcours, qui n'avaient pas de technique et un impact psycho-affectif et une capacité à changer les gens bien plus grande que nombre de praticiens, ce qui n'empêche pas d'apprendre les techniques. C'est-à-dire que, pour faire une métaphore, il y a quelques années, j'ai assisté au concert d'une soliste violoniste virtuose, mais je me suis ennuyé pendant tout le concert, parce qu'elle n'était que virtuose. La technique n'est pas suffisante. Elle est nécessaire et non suffisante. Donc ça, voilà les choses que j'aurais aimé entendre au début, mais je m'en suis douté assez tôt, et puis c'est qu'un point de vue personnel, et chacun fait bien ce qu'il veut. Par rapport aux choses que je voudrais partager, ça va être difficile de ne pas faire un peu de pub, mais c'est un peu lié à ça aussi. C'est, comment je pourrais dire ça? Ben, en fait, je viens de le dire déjà, c'est cultiver votre jardin, quoi. Cultivez ce qu'il y a à l'intérieur, prenez soin de vous. C'est la première des conditions pour prendre soin des autres, je pense. Euh, donc, ben, nous, on a décidé de cultiver notre jardin après avoir passé un peu plus de 12 ans à Nice et d'avoir été à Paris et à Avignon avant. On s'est replié dans un coin de nature qui est assez fou. Euh, Je mettrai des photos parce que j'en ai vu je t'en récemment. enverrai. Ah, c'est magnifique. Je n'y suis pas encore allé, mais voilà, le lieu en lui-même a l'air d'avoir une énergie et une esthétique, une Tu luminosité, vois, une là, pendant que nature je qui te est waouh. regarde, pendant que je te parle, voilà ce que je regarde en fait. Tu vois, et forcément, ça change un peu le rapport aux choses. Même s'il y a des rouleaux de PQ qui traînent quelque part, j'ai vu au passage. Mais voilà, ici, nous, on a commencé à accueillir du monde sur plusieurs modalités qui me plaisent beaucoup. Il y a des formations, on accueille aussi des formations d'autres personnes d'ailleurs et des ateliers. Ça commence là, on commence tout juste. Mais une des choses qui me fait très très plaisir, c'est aussi d'accueillir des gens pour ce qu'on a appelé des séjours de ressourcement, parce qu'on ne peut pas utiliser le vilain mot de thérapeutique, parce que c'est pas permis, que faut faire attention. Je rappelle au passage quand même que tout ça n'existait pas avant la loi de 2004 et les décrets d'application de 2010, et que n'importe qui pouvait faire à peu près n'importe quoi, et que tout ça n'est qu'une modalité temporaire liée à certains abus, et si on veut ne pas être réglementé de manière restrictive. Probablement qu'une chose importante, c'est de prendre chacun d'entre nous nos responsabilités dans la qualité de notre pratique et dans les limites qu'on s'applique à soi-même.
C'est si le législateur intervient quelque part, c'est qu'on fait mal notre boulot, en fait. Et donc peut-être que si on veut pas être trop embêté par le législateur, on devrait être un peu plus exigeant avec nous-mêmes. Et donc, j'ai eu déjà le plaisir d'accueillir 3-4 personnes. Il y en a une autre qui arrive ce week-end, passer quelques jours entre séances d'hypnose, massage, balade dans la nature, travail dans la nature. Euh, je suis très content en tout cas de voir des gens arriver ici. C'est à chaque fois très chouette. Là, on a eu avec Lisa le week-end dernier un atelier sur la manière dont le théâtre permet d'avoir accès à une plus grande variabilité émotionnelle. Tu vois, je pense qu'on a tous eu notre camarade d'apprentissage en formation qui te dit un truc du genre, et là, alors que tu entends le son de ma voix, tu sens grandir en toi une joie profonde et beaucoup de confiance, sans qu'il réalise à quel point euh, c'est pas là que ça se joue, en fait. C'est pas dans les mots, c'est dans la manière dont les mots sont habités. Et si je te dis là à nouveau que, tu vois, je veux dire, on n'est pas du tout au même endroit. Donc, avoir accès à ses émotions et travailler sa liberté émotionnelle et être capable, j'aimerais que mes confrères et mes consoeurs acceptent de se laisser influencer par leur sujet, acceptent d'être tristes avec eux, acceptent d'être en colère avec eux, pour pouvoir leur donner envie d'être joyeux ou libres aussi. Voilà, tu vois, pour le coup, c'est pas que de la pub, c'est vraiment ça pour moi l'enjeu. J'aimerais que mes chers confrères et mes chères consoeurs s'autorisent à un plus grand accès professionnel à leur humanité. Parce que vous êtes beaux tous, autant que nous sommes tous moches aussi, hein. On- on- Comme j'ai coutume de dire avec beaucoup d'élégance et en mode bretonne en formation, les praticiens, c'est comme le cochon en Bretagne. Tout est bon. Il faut juste apprendre à l'utiliser là où c'est utile pour l'autre, en fait. Mais nos peurs, nos doutes, nos insécurités, nos besoins sont aussi bons et légitimes que ceux de n'importe qui, à condition d'en faire le bon usage, en fait. Il n'y a rien de ce que nous sommes qui ne soit pas utile si on le met au bon endroit pour l'autre. Ça sonne comme le mot de la fin. Ça m'évoque une citation de Mozart que j'ai pas retrouvée quand je l'ai cherchée, mais elle est tellement belle que je la partage. Il n'y a pas de mauvaises notes, il y a juste des notes mal placées. Oui, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Ok, merci Adrien, c'était chouette de Merci te à voir. toi. Je te souhaite plein plein de belles choses ainsi qu'à tous ceux qui nous écouteront. Merci du fond du cœur et évidemment tous mes voeux de succès et d'épanouissement pour toi et pour Lisa dans ce lieu et pour le lieu en lui-même, hein. Je crois que les lieux je sais pas s'ils ont une âme, Ah, mais en tout cas ils ont une vie. Et du coup, bah, merci infiniment pour le temps et l'énergie, l'humanité que tu nous as accordé aujourd'hui. Moi, d'un point de vue personnel aussi, pour les ça me fait échanges plaisir de te au long de ces retrouver à 10 cette ans. occasion. C'était génial. Bientôt. Et ben, je te dis à très bientôt. Et à À très bientôt bientôt. aussi, Merci Adrien. toutes celles et ceux qui nous ont écoutés. Merci beaucoup. À bientôt. Bye. Merci.